Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango, Nadia Lamarbi ainsi que Jean-François Akanji Kombe. Place à présent au dossier du jour. L'essor de l'industrie vestimentaire en Afrique repose entre autres sur l'utilisation de tissus prisés par les consommateurs, à savoir le basin et le wax. Cependant, ces tissus sont en grande partie importés d'Europe et d'Asie, un paradoxe que l'industrie du textile africain ambitionne de corriger. Un reportage de Djibril Fofana et Olivier Conan, nos correspondants au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Le basin et le pain wax, très présents dans la mode africaine, plus précisément en Afrique de l'Ouest, constituent deux véritables icônes des habitudes vestimentaires. Motifs uniques, coloration spéciale, le wax et le basin ont conquis le cœur des consommateurs africains, friands de ces tissus de prestige. Il faut savoir qu'en Afrique, le pagne est porté par plus de 85% des femmes. Dans la mémoire collective, le wax et le basin sont perçus comme faisant partie du patrimoine culturel africain. Le wax aurait été introduit en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle par des soldats ghanéens ayant combattu en Indonésie pour les Hollandais. Face au succès du pain wax, qui signifie la cire en anglais, les Hollandais créent de nombreuses usines pour ravitailler les pays africains. Le basin, lui, est essentiellement fabriqué en Allemagne et en République tchèque. Les artisans sénégalais et maliens lui donnent les différentes teintures avec de l'amidon. L'engouement pour ces deux types de tissus soulève la problématique du consommé local. Si en Côte d'Ivoire comme au Sénégal, l'industrie locale s'est lancée dans la création textile, la bataille du pagne semble tourner à l'avantage des pagnes et tissus importés. Pourquoi le wax et le basin sont si prisés par les consommateurs? Pourquoi le wax et le basin ne sont pas fabriqués principalement en Afrique? À quelles conditions les Africains pourront fabriquer les vêtements qu'ils portent? En Côte d'Ivoire, l'industrie textile connaît les prémices d'un renouveau. Les usines de Boaké et de Dembokro, qui étaient fermées, sont en train d'être réhabilitées pour transformer la production locale de coton et fabriquer des pagnes de qualité pour le marché local. Le wax, en termes de texture, se définit comme c'est de fil métrique qu'on utilise à la fois en chaîne et en trame. De fil métrique 50, c'est-à-dire vous prenez 50 mètres de fil qui est utilisé. Quand vous coupez 50 mètres, vous pesez, ça doit peser 1 gramme. Mais depuis que ces usines ont été fermées, l'Asie produit aujourd'hui d'énormes quantités, mais pas la qualité qui était souhaitée. Aujourd'hui, le wax se fait sur la base de fil métrique 34, c'est-à-dire que 34 mètres font 1 gramme. C'est plus gros, alors qu'avant c'était plus fin. Selon une étude du Centre de développement des entreprises, le marché textile de l'UEMOA est évalué à plus de 700 milliards de francs CFA, dont 270 milliards pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, les industries locales n'ont pas une grande part de marché. De plus, la fraude représente environ 50% de ce marché sous-régional. Actuellement, la Côte d'Ivoire a une capacité de transformation de 20 000 tonnes de coton. Le renouveau de l'industrie textile dans les pays africains, grands consommateurs de pagne wax et basin, est un enjeu économique important. Cette activité fait vivre par exemple des milliers de couturiers à l'écoute de la clientèle. Jacksoner, ça c'est tout couleur pour travailler avec Jacksoner Zel. À part ça, c'est brodé. Mais toujours, je travaille à meilleur bassin. Parce que depuis 40 ans, dans les coutures, il faut respecter le client là. Pour moi, c'est imposer le client là. Meilleur bassin, meilleure broderie. La commercialisation des pagnes est souvent l'affaire de grossistes qui vendent également au détail. Dame Madjalia Ouattara en fait partie. Elle est dans le métier depuis 1983. Je suis fière d'être vendeur de pain parce que je suis une femme. Quand la femme habille dans le pain, vraiment ça fait plaisir. Et on voit tout le monde entier maintenant, tout le monde s'intéresse en pain. Parce que quand les femmes portent pain, vraiment, ça donne la valeur des femmes. Africains surtout, même les blancs, même quand on va en Europe maintenant, on voit qu'eux-mêmes ils s'habillent en pain, ça fait plaisir. Basin, on ne lave pas comme ça. Si tu fais bon entretien, tu peux utiliser pendant longtemps. Puis il y a des qualités, ça se casse vite, mais il y a des qualités, ça ne se casse pas vite. Même si c'est cher, mais quand ça fait habiller. Si il y a une grande cérémonie, tu portes, ça fait habiller. Le succès du pagne wax, ça ne se dément pas.
La clientèle vient même de pays étrangers pour faire ses emplettes à Abidjan au lieu du pain wax en Afrique de l'Ouest. C'est joli en tout cas et puis c'est habillé et tout, tu vois. Moi je suis venue, j'ai quitté Sénégal pour acheter les wax là et tout. Tu vois, c'est bon. Tout ce que je peux dire, c'est habillé quoi en fait. Les motifs et puis les couleurs, c'est tendance et tout. Comme c'est joli et tout, il n'y en a pas au Sénégal, on vient jusqu'à ici pour acheter ça. Si les clientes ont du mal à exprimer les raisons de l'attirance pour les pains wax, il n'en demeure pas moins qu'elles ne lésinent pas sur les prix. Cette tendance fait l'affaire des vendeurs de pain. Nous ici, on vend à 18 300 pains. La pièce, on donne nos grossistes à 34 000 et aussi il peut aller vendre à 18 000. Maintenant, le woodin, on vend en gros ici à 13 000 francs. Le gaufret, on vend à 26 000 en gros. Ça marche bien même. Ça marche parce que c'est la bonne qualité. Ça marche très bien même et puis ça fait habiller. Et ça ne déteint pas, vraiment ça marche. En Afrique de l'Ouest, les habitudes vestimentaires ont résisté à l'assimilation coloniale au niveau des femmes. Elles sont également moins influencées par la mode occidentale. Il n'y a pas de volonté de porter les pantalons pour afficher son engagement féministe. Le port du pagne est ancré dans la culture des femmes africaines. En tout cas, le pagne, ça fait femme. Le pagne, ça fait une femme, ça donne valeur de femme, ça donne beauté de femme. Même quand tu portes ton maxi, tu as bien cousu pour porter là. Ça n'a rien à voir avec le pantalon. Ton mari là même là, il sait que ça c'est une femme. Donc j'invite toutes les femmes ivoiriennes, toutes les femmes africaines de venir s'habiller en pagne. Quand tu t'habilles en bazin, tu te sens comme une femme africaine et ça relève vraiment ta valeur, tes qualités en tant que femme africaine. Si tu veux un bazin d'un certain prix, tu l'auras. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu n'as pas les moyens de te prendre un bazin peut-être de 10 000 francs, tu peux l'avoir à 5 000 francs. Il y a toutes les qualités de bazin ici au Sénégal. Les industriels du textile veulent relever le défi de la transformation du coton pour proposer des produits au goût du consommateur. Ils font le pari de la qualité. Proposer un wax 100% ivoirien pour s'imposer sur le marché. Nous avons des usines qui font du fil de qualité. On peut faire du tissage de qualité. Le reste, c'est une affaire d'impression. Si on est dans le bas de gamme, c'est-à-dire l'utilisation de polyester et de coton mélangé, ou bien de polyester tout court, non. Nous ne pouvons pas compétir avec les entreprises chinoises, bien pakistanaises, bien indiennes, etc. Mais si on est dans le domaine du haut de gamme, des produits de qualité, la Côte d'Ivoire a un coton de qualité, donc une matière première de très bonne qualité, des industries textiles suffisamment bien équipées avec des technologies européennes assez avancées. Nous pouvons produire des articles qui sont compétitifs partout dans le monde. Pour répondre aux défis de la compétitivité, les entreprises ivoiriennes ont créé la ProTextile, l'association des professionnels du textile. Objectif immédiat, réduire la fraude qui menace la survie de la filière et fait perdre à l'État ivoirien 20 milliards de francs CFA. Depuis les années 2000, on estime qu'au moins 300 conteneurs de textiles de contrefaçon sont débarqués chaque année sur le marché ivoirien. Une situation aux conséquences néfastes pour l'industrie locale du textile qui veut transformer 60% de la production de coton à l'horizon 2020. En 2013, la Côte d'Ivoire a produit 340 000 tonnes de coton, dont seulement 5% transformés sur place. La production est projetée à 600 000 tonnes en 2020. Si la mode Made in Africa peut se reposer sur les tissus fabriqués sur le continent, le pari du consommé local passe en grande partie par l'acte citoyen qui repose sur de véritables politiques de sensibilisation. Nadia, quels sont les points qui ont retenu votre attention dans ce reportage? C'est un reportage très intéressant, vraiment, j'avoue. En fait, on voit bien deux choses. On voit dans ce reportage, il est clair qu'on comprend bien la chose principale qu'on comprend, c'est que malgré la production de coton, il n'y a pas d'industrie réellement du textile, ou alors que cette industrie est encore en cours de construction. Maintenant, le pagne a une histoire, a une tradition, et on a l'impression qu'un pays comme la Côte d'Ivoire essaye de courir un peu après le temps et essaye de rattraper un peu la chose, parce qu'on sait que le pagne a été introduit dès le XVIIe siècle en Afrique de l'Ouest par justement les Hollandais, qui cherchaient des débouchés et qui ont bien compris qu'il fallait passer par les femmes africaines pour
pouvoir trouver des débouchés et qui ont justement demandé à ces fameuses femmes de leur dessiner des motifs. Eux sont revenus avec leurs motifs en Hollande, ont commencé à faire ces motifs-là et se sont ouverts tout un continent. En termes de débouchés, ils ont été pendant très longtemps, les Hollandais et les Allemands, quasiment les seuls à faire du pagne de qualité. Aujourd'hui, les Chinois sont arrivés. En effet, ils font du pagne, mais on critique l'industrie chinoise en disant qu'elle est de mauvaise qualité, mais il y a de toutes les qualités. Et aujourd'hui, ce qui m'a étonné le plus, c'est de voir ces fameuses nanas, ces Nana Benz, les nouvelles Nana Benz, aller jusqu'en Chine et aller essayer de faire des motifs elles-mêmes et assister à la production. Il y a des différents types de qualités de pagne. On peut assister aujourd'hui, on peut transformer ce pagne, on peut le mettre au goût du jour, on peut le mettre au goût du pays. Enfin, il y a 1 million de possibilités. C'est assez impressionnant la diversité du pagne. Maintenant, le pagne peut aussi se porter en pantalon, peut aussi se porter en différentes formes et de manière à la fois moderne sans rentrer dans une question de féminisme ou pas féminisme, quoi. Alfred, comment expliquer que le wax ou encore le bazin soit toujours importé en dehors du continent? Alors, Sandra, c'est une très 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 bonne question. Hein. C'est la question de l'industrie du textile en Afrique et de sa faiblesse, d'une part, d'autre part, de manque de compétitivité ou de volonté politique, justement. Il existe des industries textiles, mais qui produisent des pagnes de qualité d'entrée de gamme, je dirais. Hein. On trouve, par exemple, à Kinshasa, ça existe. Mais il y a eu une tradition qui a fait que, bon, Nadia a évoqué les Nana Benz, qui allaient justement souvent en Hollande ou en Allemagne pour acheter les pagnes, et puis le marché de Lomé était très célèbre. Et puis, les quinoises congolaises aujourd'hui, mais de moins en moins, mais les quinoises à l'époque venaient à Bruxelles ou en Hollande pour acheter justement les pagnes. Et c'était aussi à l'époque une question de motifs. Les femmes du Zaïre à l'époque donnaient leurs motifs. Hein, et ça, c'est intéressant parce que les producteurs de pagne en Hollande venaient justement demander des motifs. Bon, qu'est-ce qui correspondait à l'éthique du vêtement, hein, la philosophie du kitendi, comme on dit, voilà, au Congo. Et donc, c'est ça qui a fait effectivement qu'il y a eu cette forme d'extraversion. Il fallait aller acheter la qualité, hein, surtout la qualité, et la compétitivité, justement, qui allait avec en Hollande ou en Allemagne. Aujourd'hui, effectivement, la Chine s'est lancée sur ce marché-là. La Côte d'Ivoire essaie de remettre en place une industrie qui a été mise à mal avec les 10 années de crise, essaie de rattraper. Il me semble effectivement que les pouvoirs politiques en Afrique doivent prendre conscience de l'importance justement de l'industrie du vêtement, de l'industrie de la mode dans la rentrée des ressources et des devises. Et il me semble effectivement que là, ça en prend petit à petit le chemin, mais il faut viser la qualité. Pour viser la qualité, il faut avoir du matériel qui corresponde, du personnel formé pour, et puis que les Hollandais ou les autres acceptent ce transfert des technologies. On va y revenir sur ce point. Jean-François, est-ce qu'on peut dire que le wax est devenu une tendance? Parce qu'on le retrouve par exemple sur des chaussures, on voit que certains chanteurs européens ou américains portent des tenues en wax dans leurs clips. Le wax, c'est d'abord c'est presque devenu, après la phase d'introduction, de transformation, ça a été transformé par les usages en Afrique. C'est devenu un élément, je dirais, presque d'identité et d'identification. Pour moi, si vous me permettez de commencer par une note plus légère, en regardant ce reportage, j'ai vu le défilé avec bonheur. Ce défilé-là, je disais hier qu'il y avait de multiples formes de beauté en Afrique. Nous en avons eu hier. Aujourd'hui, ce défilé-là était magnifique. Et pour revenir à la beauté de la femme africaine, voilà. Merci. Et pour revenir à ce que je disais, pour revenir à la réponse à votre question, en étant toujours léger, j'ai vu une pancarte tout à l'heure, c'était bouquet de pagne. Et je me faisais la réflexion que la différence était peut-être là où ailleurs on donne des bouquets de fleurs, là on offre des bouquets de pagne. Et c'est bon. Plus sérieusement,
plus sérieusement, le pagne est devenu un élément, je dirais, presque culturel en Afrique, et pas seulement féminin. Et je me réjouis d'ailleurs que sur ce plateau, il y ait une représentation des tissus dont nous sommes en train de parler, mais qui n'est pas portée par une femme. Il se trouve qu'en Afrique, les hommes aussi se font faire des boubous, des pantalons, des costumes, etc., dans ces tissus-là. Mais la tradition, une forme de tradition de pensée, continue à attribuer ça à la femme, et pas seulement dans le reportage. Il y a, dans mon souvenir, il y a eu une publication il y a 2 ans qui parlait du mouvement du corps et du wax et du mouvement du corps. Mais je pense qu'il ne pensait pas au mouvement du corps des hommes, plutôt au mouvement du corps des femmes. Mais en tout cas, c'est un élément maintenant économiquement, il n'y a pas que les wax et les wax qui viennent d'Europe, qui sont de très grande qualité, mais qui coûtent cher aussi. Exactement. Il y a besoin, sur le marché africain, y compris des produits les moins chers, évidemment de moindre qualité, et il se trouve qu'il y a des marchés pour tout cela, et sans doute que ceux qui l'ont compris le mieux, ce sont les Chinois, qui vont du haut de gamme au bas de gamme, en jouant sur tous les prix, et je pense que la concurrence la plus féroce vis-à-vis des industries de transformation du tissu en Afrique qui se fait, c'est la concurrence chinoise. Et d'ailleurs, les nouvelles Mama Benz ou autre chose l'ont parfaitement compris, puisqu'elles sont en Chine, comme l'a rappelé tout à l'heure Nadia. Nadia, comment voyez-vous justement cette concurrence entre ceux qui essayent de produire localement et ceux qui sont plutôt à l'international, et l'arrivée de la Côte d'Ivoire, en tout cas, sur ce marché? Là, on a l'impression, en fait, que la Côte d'Ivoire, et comme je le disais tout à l'heure, rattrape un peu le temps perdu. Mais on est sur quand même on est sur des logiques qui sont différentes, sur des marchés qui sont vraiment différents. On a un marché chinois, et on le sait, ils sont quasiment imbattables sur la production industrielle. Ils ont déjà développé des millions de mètres carrés de textiles. Ils exportent partout dans le monde, ils sont flexibles sur la qualité, sur les motifs, ils s'adaptent à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que les Nana Benz m'expliquaient qu'elles envoyaient des motifs griffonnés qu'elles scannaient par email en Chine, et elles avaient le tissu la semaine d'après dans leur magasin. C'est-à-dire que combien même la Côte d'Ivoire se lancera certainement sur une niche de haut de gamme, il restera encore, un mastodonte derrière qui sera capable de faire mieux, plus vite et moins cher. Mais il y a la politique douanière. Il y a un des moyens, c'est justement l'importation et l'exportation. Ce sont les États La Côte d'Ivoire a-t-elle les moyens de stopper l'importation de wax de Chine? C'est quasiment impossible. Pas seul la Côte d'Ivoire, mais justement, c'est une très très bonne question. Mais ça pénalisera le consommateur africain, ça fera augmenter de fait les prix. C'est aussi le prix des emplois. C'est aussi le prix des emplois, c'est le prix d'un circuit économique, du développement d'un circuit économique complet sur place. C'est aussi à ce prix-là. Moi, il me semble que de ce point de vue-là, et c'est le problème des États africains, il faudrait que dans les conférences sino-africaines, justement, qui ont lieu tous les 3 ans, que les chefs d'État posent cette question-là, justement, de tarifs douaniers des importations venant de Chine vers l'Afrique. Ils le font, le transfert de technologie et la tarification, c'est devenu des points qui sont de plus en plus débattus dans les sommets. Maintenant, lorsqu'on traite avec la Chine, on ne traite pas sur un seul dossier qui est la textile, mais en général sur tout un package qui est beaucoup plus large. Oui, mais là, pour le coup, si nous restions au textile, mais justement, mais les négociations, elles ne se font pas que sur le... Oui, mais mais là, on est encore aujourd'hui sur le textile. Les États doivent avoir présent à l'esprit cette question-là. La deuxième chose, c'est que le marché ouest-africain, justement, les États... dans le processus d'intégration économique ouest-africain, dans ce processus-là, effectivement, il faut que les États puissent aussi mettre en place une politique économique, douanière et tarifaire
pour permettre ensemble. Et puis mutualiser le moyen. Bon, là, on a entendu ce chef d'entreprise ivoirien disant, mais au fond, c'est la production du coton. Si on se disait, mais oui, toute la production du coton d'Afrique de l'Ouest va servir justement à cette production-là, doit être commercialisée à l'intérieur de ce marché-là pour permettre l'émergence d'une industrie du textile, ça pourrait être aussi une réponse pour créer des emplois et puis pour vitaliser si les pays africains étaient capables de s'entendre, ça se saurait. S'ils étaient capables de construire ensemble une industrie. Il faut toujours dire ce que nous souhaitons. Mais il faut toujours commencer. On pourrait y ajouter d'ailleurs, exiger lors des négociations, notamment engager une politique d'implantation. Une exigence d'implantation locale. Les Chinois, on peut coopérer avec les Chinois. On peut aller acheter. Pourquoi ne serions-nous que des consommateurs qui allons acheter en Chine plutôt que des entreprises chinoises de textile qui s'implantent en Afrique, qui développent l'emploi sur place, qui bénéficient de la proximité des matières premières, etc. Je pense qu'il y a possibilité de faire des choses et ce n'est pas parce que ce n'est pas encore fait qu'il faut s'interdire d'inviter à faire. Merci messieurs, dames. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.